nous allons passer à la table ronde suivante, la dernière, qui va être sans visuel, qui est vraiment un débat en table ronde, ouvert, un authentique débat autour de la question des professionnels, comment organiser une réponse professionnelle de qualité. Il y a des sujets qui ont été abordés également ce matin. On va avoir des illustrations, des possibilités d'organisation qui sont très intéressantes, qui vont être illustrées par certains de nos intervenants. On va retrouver Bruno Georges à cette table ronde, Thierry Léger, chargé de développement, qui est au pôle développement des entreprises et des territoires à la Chambre de métiers et de l'artisanat de la région Bourgogne sur la section Yonne. On aura avec nous également Thierry Révy, qui est responsable efficacité énergétique Point P région centre de Troyes. C'est une zone assez large la région centre chez Point P, ça va de Troyes jusqu'au Mans. Et puis Yann Laureau, qui est co-gérant du groupement des artisans coopérateurs nivernais. Et là, vous nous voyez venir, on va parler des groupements d'artisans et des intérêts que ça peut représenter. Voilà, donc merci de venir vous installer. Thierry Léger, je vais commencer avec vous. On a beaucoup parlé de la nécessité de monter en compétences d'artisans. Alors, la Chambre de métier de l'artisanat a un regard sur les formations qui sont proposées sur le territoire et sur ces questions, justement, de compétences. On a vu que c'est très important pour les artisans de se mettre à jour et de prendre en compte les nouvelles dimensions de leur activité professionnelle. Il faut appuyer sur le bouton Thierry Léger. Au niveau de la Chambre de métier, l'artisanat en Bourgogne, le secteur du bâtiment, c'est plus de 11 500 entreprises. Donc un acteur très très important sur le plan économique sur le territoire. Le rôle d'une chambre consulaire, c'est de sensibiliser, d'informer les professionnels sur les différentes thématiques, donc spécialement sur les enjeux liés à l'énergie. Le rôle d'une chambre de métier, où la politique a été choisie dans la région, n'est pas de former directement les professionnels sur les aspects techniques. On a un rôle de formation, tout ce qui va être thèmes transversaux, la comptabilité, la gestion, l'informatique. Cette mission de formation des professionnels, c'est plutôt une formation, un secteur qui est mis en place par les organisations professionnelles, donc c'est-à-dire la CAPEB et la FFB. Alors, je vais commencer par une question que j'ai posée à chacun d'entre vous, qui est la question posée par cette table ronde. Je ne sais pas si vous allez trouver une réponse synthétique pour débuter, mais je voudrais avoir votre point de vue sur, en quelques mots, la façon pour vous d'organiser une filière professionnelle. Quels sont les quelques ingrédients qu'il va falloir travailler pour améliorer la réponse professionnelle à ces enjeux, on l'a vu, 15 000 logements sur la Bourgogne, à ces enjeux de rénovation énergétique ou de réhabilitation. Alors au niveau de la formation, on a des professionnels qui sont dans un métier pratique, manuel. Il faut qu'on fasse des formations pratiques par l'exemple. Et je pense notamment, on a eu des formations FIBAT, c'était pour obtenir le label RGE, qui sont essentiellement en salle, beaucoup de théorie. Et il faut partir sur des formations pratiques. Et c'est ce qui va se mettre en place. On en a évoqué un petit peu ce matin avec les formations Praxibat, formation de proximité, et aussi bien la formation initiale et la formation continue. Pour moi, c'est l'enjeu demain, c'est la formation par le geste. Oui. Yann Laureau, vous êtes artisan. Pour vous, en quelques mots, et on va revenir dans le cadre de cette table ronde plus largement, mais comment organiser cette réponse professionnelle et permettre qu'elle monte en qualité? Alors bonjour, donc moi je représente la coopérative d'artisans coopérateurs nivernais. Je suis pas artisan, je suis là pour apporter un témoignage justement par rapport au groupement donc d'entreprises, puisque moi mon métier premier c'est maître d'œuvre. Pour moi, je dirais, c'est effectivement, il faut grouper, on va dire, l'ensemble des compétences. Je conçois pas qu'une seule personne puisse avoir, on va dire, toutes les compétences. Donc, pour moi, c'était essentiel pour la maîtrise d'œuvre de m'entourer aussi en même temps d'artisans compétents, puisque pour chaque chantier, je veux dire, on se réunit autour de la table et puis on regarde les solutions qu'on peut apporter. Mais c'est l'idée d'une chaîne et d'une cohérence entre les différentes interventions qui méritent de davantage collaborer. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau, hein, Thierry Léger, je pense, par rapport aux artisans. Thierry Révy, vous représentez Point P, donc négoce de matériaux. Vous êtes nécessairement en contact, alors pour le coup, avec les artisans. Vous les accompagnez. Alors, c'est un service supplémentaire par rapport à votre activité. Vous souhaitez que les artisans continuent de vivre. Alors, il y a quand même pas mal de cessations d'activité. Le monde change. Il y a des mutations dans ces métiers. Qu'est-ce qu'il va falloir pour que le virage soit bien pris correctement par les artisans, à votre avis? Quels sont les quelques ingrédients que vous identifiez? Alors, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement dans une agence Point P du particulier et des artisans, et les deux aujourd'hui sont complètement perdus. Donc en termes d'information, en termes de formation,
Aujourd'hui, il faut bien sûr former nos entreprises parce qu'aujourd'hui, le plaquiste était un petit peu... Je parle du plaquiste parce que c'est lui qui termine le pavillon et c'est l'étanchéité de l'habitation. C'était un métier qui était un petit peu galvaudé il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, ça devient un poste essentiel de l'étanchéité de l'habitation. Et donc, ces gens-là... Galvaudé dans le sens où les personnes qu'on orientait vers ces professions n'étaient pas les meilleurs élèves Voilà, dans leur filière initiale, quoi, hein. On revient 30 ans en arrière, quand on travaillait mal à l'école, et ben, pour un garçon, on atterrissait soit en mécanique, soit dans le bâtiment, et pour une fille, coiffeuse. Sauf qu'aujourd'hui, on a ces gens qui sont chefs d'entreprise, qui ont évolué, mais voilà, parce que ce sont des très bons compagnons. Dans le mot artisan, moi j'ai toujours le mot artiste, c'est des gens qui ont de l'or dans les mains. Par contre, voilà, c'est des compagnons, c'est des bons artisans, mais c'est pas forcément des gestionnaires, c'est pas forcément des managers, et c'est surtout pas des vendeurs. C'est-à-dire que c'est des gens, à aujourd'hui, ils peuvent vous faire les plus beaux travaux du monde. Par contre, aller pousser la porte d'un particulier, aller expliquer son projet, c'est très très difficile pour eux. Donc je pense qu'il faut les accompagner de A à Z, donc dans la formation, dans l'évolution du métier, tout en simplifiant tout le côté administratif. Parce qu'on parlait tout à l'heure du RGE. Aujourd'hui, le RGE, pour nos artisans, c'est une usine à gaz, quoi. Il y a des entreprises qui sont structurées, qui arrivent, mais on a des gens qui sont sur échafaudage ou sur chantier du lundi matin au vendredi soir, qui font leur devis, leur facture le samedi. Quand on leur propose et qu'on leur dit qu'il faut monter un dossier administratif, pour eux, c'est de la brasse coulée. Ouais, du coup, ça prend du temps, ça prend du retard, surtout. Et ça, aujourd'hui, des gens qui ne travaillent qu'auprès du particulier, qui mettent la clé sous la porte parce qu'ils n'ont pas l'accompagnement administratif à côté. D'accord. Aujourd'hui, ils ne vivent que par le particulier. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier, on dit toute entreprise qui doit faire des travaux auprès du particulier doit être RGE pour que le particulier bénéficie c'est 30% de crédit d'impôt. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de formation FIBACT, on parle beaucoup d'entreprises RGE, mais aujourd'hui, si on fait le point, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. On a vu tout à l'heure les labels RGE qui étaient présentés. J'ai noté le chiffre de 1600 ou 1700 labels. Après, il faut regarder aussi en entreprise, qu'il y a des entreprises qui ont plusieurs labels. Je parlerai plus particulièrement du département de Lyon parce que j'ai le chiffre en tête. C'est simplement ou 300 entreprises RGE à la date d'aujourd'hui. Sur 2600. Sur 2600 à peu près. On est sur 15%, quoi. Voilà. Voilà. Alors, tous les secteurs sont couverts, mais il faut aussi faire monter en capacité les entreprises. Bruno Georges, comment on fait progresser la réponse professionnelle à ces enjeux? Alors, je suis un des vice-présidents de notre syndicat Sinov Construction au niveau national. Je suis même chargé du développement, donc c'est bien que je sais que l'ingénierie est très perfectible sur ce sujet. Très perfectible tout court d'ailleurs, mais particulièrement sur ce sujet. On l'a dit ce matin, elle n'est pas présente dans la rénovation. Et je pense que les apports que l'ingénierie peut faire au processus, ils sont à 4 niveaux. Ils sont un premier apport de vision dans le temps. On a vu la démonstration que si on se projette dans le temps des choses impossibles et inenvisageables et inacceptables, eh bien on les faisait. Il peut amener aussi la vision dans la logique, cette fois-ci non pas dans le temps, mais spatiale, c'est-à-dire la vision globale du projet, de manière à ce que chaque brique qu'on va poser pour améliorer est en cohérence avec un projet. Je pense que l'ingénierie peut amener aussi la notion de rupture. Moi, j'ai aucun intérêt à faire travailler l'entreprise du Gomo, l'industriel du Schmoll ou autre. Moi, le seul intérêt que j'ai en tant que bureau d'études, c'est mon client, c'est-à-dire que ça se passe bien pour lui. Donc, ça veut dire qu'on est plutôt assez approprié à essayer d'engager les gens à faire autrement. J'ai parlé de low-tech, excusez-moi monsieur le maire, on va dire procéder à faible énergie grise, pour parler français. Je pense qu'il y a une vraie solution, un vrai regard, à un moment, et après, c'est intéressant, il y a eu une espèce de dose d'autocritique de la part du CSTB. Pour le CSTB, on avait un peu la sensation qu'un bâtiment performant, c'était un empilement intelligent de briques intelligentes. Non. Un bâtiment performant, c'est pas en empilant des trucs performants qu'on fait un bâtiment performant. C'est pas du tout ça. C'est même totalement faux. Donc, faisons bien attention à cette dimension de faire autrement pour arriver à tenir le délai, le budget, le CO2, etc., etc. Et le dernier point sur lequel je pense que l'ingénierie peut amener des choses, c'est la notion de détail.
ça a été déjà dit une fois ce matin, hein, le diable se cache dans les détails, et si on n'est pas ultra attentif aux détails, on peut faire des bêtises énormes. On a eu vraiment beaucoup de chantiers en rénovation, pas à l'échelle de la maison individuelle, sur des plus gros bâtiments, et aussi sur des bâtiments neufs, où, dans l'esprit de la lettre, c'était génial, par exemple, isolation par l'extérieur avec 25 cm de laine de roche, et quand on regardait le mode de pose que proposait l'entreprise, avec les pattes d'attache, les profils de machin, les mauvaises continuités d'isolant, etc., on est arrivé avec un calcul, certes théorique, mais qui était extrêmement étayé, parce qu'en face de nous, on avait du très lourd d'entreprise générale qui voulait nous rouler dessus. Et je peux dire que quand il y a du très lourd d'entreprise générale, c'est très très lourd. Donc il faut avoir des arguments blindés, c'est le cas de le dire. Et bien on a montré que c'était nettement moins bon que de l'isolation stupide par l'intérieur avec la même quantité d'isolant, du fait des ponts thermiques, de la mise en œuvre, simplement de la mise en œuvre. Donc le diable se cache dans les détails, et là je pense qu'on peut avoir une contribution. Après, sur ces 4 thèmes, on s'aperçoit qu'il y a un manque total, sémantique, d'opérabilité par rapport à la maison individuelle. Moi, je ne sais pas, même si je suis un peu militant, même si je suis convaincu, même si c'est évident qu'il faut le faire, je ne sais pas mobiliser des gens et des moyens pour un projet de villa, parce que jamais ça sera acceptable le coût de notre mission. Donc, la solution, on voit bien que là, il y a un peu du stratégique, un peu du global, un peu du faire autrement et un peu de la technique, le détail. Mais pour moi, le gap, il n'est pas technique. Le gap, il est comment on s'organise pour que, et je pense que vous êtes un peu dans cette logique-là déjà, donc comment développer ça de manière à ce qu'on ait une capacité à mutualiser. Alors, est-ce que ça mutualise par rapport à des nombres de clients, par rapport à des parcs, par rapport à des territoires, par rapport à des entités politiques, par rapport à des entités opérationnelles, commerciales? J'avoue que j'ai pas de solution. Mais en tout cas, je pense que c'est une vraie piste. C'est une piste qui est à développer de la part de nos élus. Hein, la balle est dans leur camp, parce que techniquement, commercialement, marketingement, psychosociologiquement parlant, je suis pas très sûr qu'on soit les bons outils. Par contre, on est un super outil à disposition. Et vous-même, alors, comment organiser une réponse professionnelle mieux adaptée? Oui, monsieur. Marc Daubert, entendez, ingénieur et architecte. Je voudrais faire une information. L'école des arts et métiers de Cluny et l'école d'architecture de Lyon ouvriront à la rentrée 2016 un bachelor, c'est-à-dire bac+3, architecture et ingénierie. C'est-à-dire il s'agit de faire un enseignement commun d'un contenu d'architecture et un contenu d'ingénierie pour tout un tas de raisons dont on a parlé toute la journée. Le premier, c'est-à-dire il s'agit maintenant d'agir local et de penser global, suivant pour les écolos qui sont dans la salle, il faut que ça naisse du territoire. Le deuxième point, c'est que les maisons individuelles, on les retrouve maintenant dans le rural et le périurbain, et que notre savoir technique est plutôt sur la ville. J'ai entendu parler des gens qui voulaient densifier des villes ou je sais pas quoi. Notre problème, c'est pas du tout celui-là, c'est pas celui de la réunion d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est les maisons individuelles. Donc, c'est plutôt là qu'est le marché ou je sais pas quoi, les travaux qu'on va faire, d'autant plus que le marché de réhabilitation devient principal. Donc, il faut former des gens pour ça. Autre chose, il faut former des gens donc qui ont un savoir global, c'est-à-dire que penser qu'une poutre froide, ça a un débit d'air, mais ça peut donner une odeur de rose aussi. Hein. Un ingénieur peut très bien penser que l'air peut sentir bon, et puis un architecte peut penser que l'air a un débit. C'est tout à fait possible. Et alors c'est un peu compliqué parce que les deux enseignements, l'école de Lyon et l'école de Saint-Louis, sont quand même des établissements d'enseignement supérieur qui forment des gens supérieurs, mais là il s'agit de faire des bac+3, c'est-à-dire des gens qui iront dans les PME, non pas chez Bouygues ou Eiffage, ou qui sont une impasse totale en ce qui nous concerne, qui iront dans les bureaux d'archi, dans les bureaux d'études, et surtout aussi dans les services gestion patrimoniale des communes, parce que il y a des tas de communes de 2-3 000 habitants qui ont un patrimoine, et puis ils savent pas quoi en foutre, ils ont un gars au service technique qui est plutôt un routier, donc il faut former des gens à ce niveau-là à bac+3. Donc mon intervention, c'est pour dire que je sais pas si c'est l'objet, mais je crois. Si, on est sur une question de formation, effectivement, de profil de professionnel. Laurent nous a montré toute un panoplie de bons conseilleurs qui disaient il y a qu'à Faucon. Bon, ça c'est intéressant, bien sûr, mais
tout le monde a dit il fallait des maîtres d'œuvre. Alors il y a des maîtres d'œuvre qui ont des gros bureaux d'études, des gros bureaux d'architecture ou moins gros, mais il faut former des maîtres d'œuvre qui vont synthétiser le savoir architectural et le savoir technique à un niveau Bac+3, c'est-à-dire à un niveau commun pour nos maisons, etc. Donc voilà l'objectif qui est assigné. On est le groupe de pilotage que je pilote, puisque j'ai la double casquette, donc est en route, et donc ça s'ouvrira pour 24 élèves à Cluny au mois d'octobre, et c'est une formation où aussi en plus elle est polyvalente. On va faire des travaux de projet dans les petites communes de 800 habitants, donc on enverra des stagiaires là-bas pour bosser globalement sur la commune, sur la dimension urbaine, technique, environnementale, énergétique, etc., pour répondre vraiment à un besoin global. Je crois que c'est ce qu'on a raconté toute la journée, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Merci pour cette information, monsieur. Donc, monsieur H, alors je vais parler avec mes multiples casquettes et képis. Je suis maître d'ouvrage, donc je l'ai dit tout à l'heure, on a 30 millions de mètres carrés à la Défense. Je suis aussi particulier, j'en ai que 150. Je suis à la commission Calibat du mesurage dans le bâtiment. Et je m'intéresse à la qualité de la construction. Quand je vois le titre du dernier chapitre de la journée, on parle de réponse professionnelle de qualité. Moi, ce qui m'intéresse, ce que j'attendais entendre aussi de la part des professionnels, c'est comment vous mesurez la qualité des travaux réalisés. Bonne question, parce que c'est un des enjeux, effectivement. J'ai un début de réponse, parce que généralement je pense toutes les questions, mais j'ai la réponse aussi. Faites la réponse et puis. Étant donné que par mes fonctions, le mesurage dans le bâtiment, la mesure d'étanchéité à l'air est un des premiers outils mis à disposition, est obligatoire pour mesurer la qualité de l'enveloppe. Parce que pour faire une bonne enveloppe, il vaut mieux que les différents corps d'État travaillent ensemble et que le maître d'œuvre fasse son travail. Donc voilà, qu'est-ce que aujourd'hui dans les pratiques se fait ou pourrait se faire à l'avenir pour à la fois mesurer la qualité et garantir le résultat, parce d'ailleurs c'est quelque chose qu'on n'a pas encore entendu parler. Voilà, c'est garantir le résultat. Alors nous on fait des contrats de performance énergétique. Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'artisan, parce qu'il y a Vesperen, un assureur qui propose ce genre de prestations, d'assurer la garantie de résultat de performance d'un équipement. C'est une notion qui commence à apparaître, qui a commencé déjà depuis quelques années. Mais voilà, moi, pour faire, en gros, la qualité, je la mesure bêtement, c'est le kilowattheure. Est-ce que j'ai les consommations à la fin attendues en termes de certain nombre de sauges, et en particulier l'enveloppe. Alors c'est très bien que vous posiez cette question, parce que c'est un point très important qu'on n'a pas encore très peu abordé aujourd'hui, c'est la vérification a posteriori, avec le sous-groupe de questions concernant les assurances. Qui souhaite répondre peut-être Thierry Révy? Alors déjà, pour la qualité des prestations, ce qu'il faut savoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, en termes de rénovation, toutes les entreprises qui interviendront auprès du particulier, ce sont des entreprises qui seront RGE. Donc la première démarche d'une entreprise RGE, c'est qu'elle a fait un module de 3 jours qui s'appelle le module FIBAT Rénove. Donc c'est formation aux économies d'énergie des entreprises du bâtiment. Dans ces salles, vous avez des plaquistes, des charpentiers, des couvreurs, des plombiers, des chauffagistes. La première chose qu'on leur apprend, c'est à travailler ensemble déjà sur un projet commun. Ensuite, ça c'est la première partie de la qualification RGE. Ensuite, on a un dossier administratif, justement à déposer chez Calibat, et dans ce dossier administratif, il faut qu'elle montre patte blanche aussi bien sur son administratif, au niveau de ses assurances, il faut qu'elle donne des références chantier. Voilà. Aujourd'hui, des références chantier, des qualifications professionnelles, des photos de chantier, des numéros de clients, des numéros de téléphone client. Donc, on peut penser que quand le dossier arrive chez Calibat, et monsieur pourra nous dire, puisqu'il fait partie des commissions Calibat, que quand aujourd'hui l'entreprise est passée dans un module FIBAT et a prouvé son existence et de sa qualité de travaux, on peut lui faire confiance. Alors, on peut penser, mais c'est vrai qu'on pense beaucoup et qu'on se demande à quel moment interviennent vraiment les mesures après travaux, quand même, et la vérification que le travail a été bien fait. Monsieur, vous voulez réagir? Alors, je vais répondre pour ça. Alors oui, je suis dans une commission à Calibat, et je vois les qualités et les limites du système. La réponse que vous avez faite est administrative, et ça me garantira rien, moi, maître d'ouvrage, de la qualité des travaux. C'est pas parce que quelqu'un a fait les formations FIBAT ou un diplôme d'ingénieur ou architecte de je ne sais quoi que derrière les travaux vont être bien faits. Ce qui m'intéresse, moi, c'est sur le terrain. Il n'y a pas de pont thermique, comme on l'évoquait. C'est avoir des mesures objectives de la qualité des travaux. La mesure de l'enveloppe, si elle est bien faite,
quelquefois c'est pas toujours bien fait, ou quelquefois c'est fait au rabais, parce que les maîtres d'ouvrage ou maîtres d'œuvre, ce qu'ils attendent du mesureur, c'est un chiffre, et pas la qualité indépendante de la mesure. Ça me paraît important, parce que il y a des pratiques ou des dérives de ce genre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage ou des maîtres d'œuvre qui ont fait un calcul en intégrant la valeur de la mesure de l'enveloppe, ils veulent le résultat. Donc il y a des gens qui sont honnêtes et qui disent c'est vrai, c'est bon, c'est pas bon. Il y en a d'autres parmi les mesureurs qui sont pas honnêtes et qui donnent un chiffre attendu. Donc ce que moi j'attends de la part en tant que particulier et maître d'ouvrage dans mon métier, c'est qu'est-ce que vous me proposez vous les professionnels. J'ai des idées, la thermographie, la mesure de l'enveloppe, le commissionnement, enfin tous les outils qui aujourd'hui sont des gros mots dans le monde du bâtiment, qui sont pourtant pratiqués, enfin, en tout cas évoqués depuis une décennie au moins, voire plus. La mise au point, le caustique ou la ICVF a fait des guides de mise au point depuis 20 ans. Voilà. Comment ça, j'arrive à l'obtenir, sachant que je sais très bien en tant que maître d'ouvrage que aujourd'hui je le demande pas et que je paye pas forcément. C'est-à-dire, la responsabilité, elle est des deux côtés. Je me dédouane pas sur vous ou sur le maître d'œuvre. Là, pour moi, c'est forcément un coût derrière. Mais voilà, c'est un coût, oui et non. Quand j'achète un bâtiment, ce que j'attends, c'est qu'il fonctionne. Oui, non, mais il y aura au moins un coût d'analyse a posteriori. Mais c'est pas ça le sujet. Non, c'est pas ça que je dis. C'est que quand j'achète un bâtiment et qu'il est livré, en théorie, il fonctionne. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est comme si j'achetais une voiture, mais les freins sont pas réglés. Il y a un test quand même qui est fait par les professionnels pour une construction neuve ou en rénovation, on a la possibilité de l'avoir aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un test d'étanchéité à l'air qui est fait en fin de construction, qui est fait non pas par le professionnel, mais qui est fait par un cabinet extérieur, avec un coût. J'irai dans les agences .p, justement, vu le coût de cette prestation, on a la possibilité, je parlais du plaquis tout à l'heure, de lui louer une machine pour faire le test d'étanchéité à l'air avant de faire le test final, parce que qu'il soit bon ou pas, le test est quand même payant. Ouais, il est facturé dans tous les cas. Il est facturé dans tous les cas. Donc voilà, il y a des possibilités. Donc en neuf comme en rénovation, mais bien sûr ça a un coût aussi. Je dirais de faire un test à la fin des travaux par des organismes qui sont tout à fait capables de certifier les travaux qui ont été faits par les artisans ou les entreprises. Comme on a tout à fait la possibilité avant travaux de rentrer en contact avec un bureau d'études thermiques pour vous conseiller sur les travaux à effectuer dans votre habitation. Il y avait une question au premier rang. Alors Bruno Georges, très vite, parce que vous êtes... Alors, sur la réponse par rapport à la garantie de résultat. C'est une bouteille à l'encre, une arlésienne, un serpent de mer, plutôt état de mots. Pour moi, il y a deux choses qui sont très différentes. Il y a la garantie de performance et la garantie de résultat, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Garantir des résultats, je veux bien, mais alors, comment on va être capable de les mesurer ? Parce que les engagements qui ont été pris, ils sont pris par rapport à des hypothèses de conditions météo, des hypothèses de conditions de conduite d'installation par un exploitant, des hypothèses comportementales, des gens qui vont utiliser le bâtiment, etc., etc. Donc comment on va faire pour faire l'adéquation entre ça et les hypothèses qui ont été prises et le réel fonctionnement du site. Le comportement, on pourra le savoir par de la métrologie. Enfin, il y a quand même des métrologies. Vous savez, il y a un truc qui dit, quand on commence à utiliser plus la gomme que le crayon, il faut se poser des questions. Et quand on commence à mettre des machins de contrôle qui coûtent 3 fois plus que ce que ça gagne, et l'ADEME, on a payé les frais avec des installations de suivi de performance. Donc, pour moi, il y a un truc, c'est déjà, et c'est un peu irrévérencieux, mais ça serait très intéressant que les maîtres d'ouvrage montent un peu en compétence et soient capables d'accepter ou pas des réceptions de travaux. Et si les réceptions de travaux étaient faites correctement, avec un vrai commissionnement, des vrais PV de mesure, quand on dit qu'il doit y avoir 3000 m3, il y a bien 3000 m3. Donc si on était capable d'assumer ce truc-là, de le payer, parce qu'on entend des entreprises qui disent mais les bureaux d'études ne sont pas compétents pour faire du commissionnement, il faut que ça soit les entreprises. Non, l'entreprise doit faire son autocontrôle, ça c'est normal, et puis ensuite il faut vérifier les résultats. Mais le jour où on sera capable de vraiment vérifier les résultats et de vraiment mettre les moyens en face de ça, parce que quand il y a des chantiers où le gars il a 1200 € pour faire 10 000 m² de réception de travaux, c'est simplement rigolo, en tout cas c'est pas possible, on pourra s'engager sur de la garantie de performance. La chaudière a bien le rendement, la pompe à chaleur a bien le rendement, le débit de la centrale est bien correct, le pourcentage de récupération énergétique est bien celui engagé. Et ça, je pense que
on doit travailler ensemble, maîtrise d'ouvrage, maîtrise. Ça se fait d'ailleurs à l'AQC, etc. Alors, on va Pourquoi parler à la salle, parce qu'il y a plusieurs questions qui se posaient. Au premier rang, il y avait une remarque ou une question, ou une contribution. Perrine Moulinier, animatrice innovation chez Bourgogne Bâtiment Durable. Alors moi, j'ai envie, en écoutant toutes les interventions là, tout au long de cette journée, de remettre un peu aussi en avant le rôle que peuvent avoir des centres de ressources tels que Bourgogne Bâtiment Durable. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a énormément d'informations sur beaucoup de choses dans le bâtiment et notamment, aujourd'hui, il y a des remontées d'informations sur les qualités des constructions et des travaux qui sont actuellement faites, centralisées par l'agence qualité construction, l'AQC, et on sait qu'il y a une hausse de la sinistralité dans le domaine de la rénovation, et puisque Bruno Georges parlait des détails, ça me donne l'occasion de faire le pont aussi avec d'autres actions que nous menons. On a réalisé, il y a sur la période de l'année dernière, 2 ateliers collaboratifs au sein de Bourgogne Bâtiment Durable. Le premier, c'était sur comment est-ce qu'on peut prévenir la hausse des coûts d'assurance, et c'est là où je veux en arriver justement quand je vois qu'il y a de l'autoconstruction, etc. Comment est-ce qu'on va gérer les sinistres demain quand on sait que notamment un des problèmes majeurs dans la rénovation, c'est la migration de l'humidité et la mauvaise gestion de l'humidité qui peut mettre en péril l'ensemble du bâti. Donc quand vous êtes sur une maison à pans de bois qui date du XVIe siècle, voilà, on peut aussi reposer la question du patrimoine architectural qui, voilà. Et du coup, on en a fait un deuxième après coup parce que on a eu beaucoup de mal d'ailleurs à trouver un assureur qui était d'accord pour intervenir parce qu'aujourd'hui il y a une hausse mécanique en fait des primes d'assurance du fait de la hausse de la sinistralité qui rejaillit, qui retombe directement sur le modèle économique des entreprises qui, aujourd'hui, il y a des entreprises qui n'ont purement et simplement plus les moyens de s'assurer aussi, même si elles en ont l'obligation. Et puis bon, après, il y a tout le traitement de sinistres qui sont faits par des gens qui sont pas forcément des spécialistes de la question et qui descendent pas dans le détail, justement. Donc, on arrive à des situations qui sont parfois ubuesques. Donc, du coup, on a fait un autre atelier. Alors, je vous renvoie à toutes les ressources sont disponibles sur notre site. Vous avez sur nos activités, Bourgogne Bâtiment Durable, nos activités. On vous propose des comptes rendus. Il y a aussi des articles qui sont proposés dans une revue qui s'appelle Émergence Bourgogne. Et du coup, on s'est dit, le meilleur moyen de prévenir la sinistralité, c'est de livrer des travaux de qualité. Ce qui nous ramène au sujet de la table ronde. Et moi, quand je voyais dans la table ronde précédente un modèle de plan de travaux avec au moins 3 postes qui sont réalisés en autoconstruction, alors je remets pas la compétence de l'autoconstructeur, hein, certainement que s'il engage... Mais ça pose la question de la couverture à long terme. Comment est-ce qu'on va assurer demain donc, quid de la pérennité aussi des travaux dans le temps, parce que quand on a investi 40 000 euros en 2015, je veux dire, c'est pas avant 30 ans qu'on va réinvestir de l'argent. Donc, la question de la pérennité des travaux, c'est pas que à la livraison, c'est la pérennité dans le temps aussi. Voilà, donc c'est une question ouverte à la salle, je dirais, et pas seulement aux intervenants. Thierry Révy voulait réagir, il y a d'autres contributions de la salle aussi. Moi, je voulais juste réagir justement sur le fait qu'il y ait une autoconstruction, et notamment au niveau du prêt, parce que les travaux étaient financés par une partie avec un éco-PTZ. Aujourd'hui, un banquier, si les travaux ne vous faites pas par une entreprise RGE, vous ne les tenez pas. Il n'y a pas l'éco-PTZ. Donc en autoconstruction, c'est même pas la peine d'y penser. À ce moment-là, je précise juste, on est là pour parler des choses. Je sais pas si les gens ont en mémoire. Moi, il y a un truc qui me taraude depuis tout à l'heure, c'est une étude qui vaut ce qu'elle vaut. L'année dernière, Que Choisir a réalisé une étude sur le niveau de qualité des travaux livrés par des entreprises RGE. Ça a fait pavé dans la mare parce qu'a priori, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, c'est quand même des qualifications qui coûtent. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a aussi un retour d'expérience qui est prévu sur... Voilà, est-ce que RGE, c'est une vraie plus-value? Et on veut dire, posons les questions sur la table parce que c'est aussi lourd pour les professionnels. Est-ce qu'il faut attendre après un magazine aussi de consommateurs pour faire le ménage ou faire le travail d'information? Ou la presse. Il y a eu un dimanche soir une émission sur M6 sur des entreprises RGE. Mais ils ont vraiment pris les 3 cas vraiment très très précis qui n'est pas du tout représentatif de nos entreprises. On a des entreprises du bâtiment aujourd'hui qui sont quand même relativement sérieuses, qui souffrent d'une concurrence par contre complètement déloyale, avec des boîtes d'intérim qui se montent avec pignon sur rue et qui vont chercher des entreprises à droite et à gauche et qui n'ont aucune qualification. Donc ces gens-là en souffrent. On les oblige à se qualifier et se certifier.
donc avec un cursus qui est quand même, c'est ce que je veux dire, très très lourd. Hein. Donc nous, au sein du groupe, on les accompagne là-dessus. Mais voilà, faut pas, j'irais, pour quelques cas ou quelques articles de presse qui font vendre, faire une généralité des entreprises du bâtiment, quoi. Ouais. Voilà. Bon, cela dit, si vous avez un produit alimentaire label quelque chose et que le produit est pas bon, voilà, ce sera aussi dans la presse. Hein. Thierry Léger. Oui, je voulais rebondir. C'est aussi pour les professionnels, ce qu'on essaie de mettre en place aussi, c'est des visites de chantier en cours de construction. Tout à l'heure, on a parlé de visites a posteriori, par l'exemple. Je pense la DIL qui fait ou les espaces Info-Énergie qui font des visites. Et nous, on essaie d'organiser des visites en cours de chantier pour permettre aux professionnels d'échanger entre eux sur les pratiques, sur les techniques, et de voir au moment de la pose, je dirais les points de dentelle. On sait toujours poser, mais tout à l'heure, ce que vous avez parlé de choses à voir, c'est on fait de la dentelle en fait. On est dans la dentelle pour éviter. C'est le coup de main, c'est le. C'est de poser correctement l'isolant, poser correctement tous les produits pour qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement très important derrière. Et essayer aussi on essaie de mettre le doigt aujourd'hui pour les professionnels. On a commencé sur le chauffage, après on a parlé d'isolation, on parle de ventilation, et il y a un thème qui est en train d'arriver, c'est la gestion de l'humidité. Humidité et étanchéité dans le bâtiment. Et il y a aussi une chose, ça je me suis aperçu sur des exemples, c'est qu'on a livré le bâtiment, mais on n'a pas expliqué à la personne comment utiliser le bâtiment. Une ventilation. Ça revient souvent, effectivement, oui. Ventilation, il y a de l'air frais qui arrive, faut pas d'air frais, donc on bouge. Et derrière, ça pose plein de dysfonctionnements. Donc on a aussi un message à faire passer aux professionnels, d'expliquer, de livrer c'est plus la même maison, c'est plus le même usage, il faut pouvoir avoir un usage adapté. On est bien d'accord. Monsieur, vous vouliez prendre la parole? Oui, moi, je voulais simplement dire... si vous voulez vous présenter. Voilà, Alain Rateau, je suis artisan, j'ai une entreprise et je suis régulièrement donc sollicité pour faire des travaux. Et ce que je voulais dire, mon expérience personnelle, c'est que aujourd'hui, on intervient toujours en regardant la construction ou le logement du point de vue énergétique et du point de vue de l'accessibilité. En fait, quand on est un petit peu formé et informé à tous ces sujets-là, notre rôle, c'est bien de regarder d'une manière globale le bâtiment, de bien écouter la personne, enfin les demandes du maître d'ouvrage, et de faire une réponse qui soit pertinente et adaptée. Et moi je fais partie d'une organisation professionnelle, la CAPEB, où on a initié depuis 2007 une marque qui s'appelle Éco-Artisan, qui est aujourd'hui dans le cadre de la qualification RGE, où on a pris des engagements extrêmement forts, à savoir proposer, quand on est éco-artisan, systématiquement une évaluation thermique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une étude thermique, mais il s'agit de faire une évaluation avec un logiciel qui permet de donner une idée de la consommation avant et après travaux. On a pris un deuxième engagement fort, c'est celui d'apporter un conseil global pour que si on est sollicité pour faire par exemple des travaux de changement d'une chaudière, on regarde quand même l'isolation des parois, et que si on considère que ça doit être prioritaire d'y faire l'isolation de la toiture avant de changer la chaudière, on doit donner ce conseil-là. Ça c'est quand même aussi un exercice pas évident quand on est éventuellement en manque de contrat, voilà. Ou c'est la démarche tendue. Voilà, c'est dans la démarche éco-artisan. On doit contrôler la qualité de nos travaux. Nos devis doivent être détaillés et on doit contrôler la satisfaction de nos clients. Alors, qui contrôle la qualité des travaux? On fait de l'autocontrôle. Fait de l'autocontrôle. Voilà. Alors, très honnêtement, dans le cadre de ma démarche personnelle, moi, il est bien évident que je suis pas seul. Je m'entoure toujours des services, soit de mon bureau d'études thermiques, soit de la personne qui fait des tests d'étanchéité à l'air. J'ai moi-même une caméra thermique depuis 5 ans. Je veux dire, il n'y a pas que des artisans de base qui sont de simples exécutants et qui font que des conneries. Il y a aussi des entreprises, tout un panel, ça faut bien le rappeler quand même, oui, bien sûr. Qui évoluent. Il y a des reconversions. Voilà, qui évoluent, qui progressent, qui suivent le mouvement. C'est pas la panacée, mais voilà, il faut croire encore qu'il y a des professionnels qui vont de l'avant. Et puis le bouche à oreille fonctionne quand même suffisamment bien en France, donc. Quand un artisan a bien travaillé, on le dit dans son entourage. Oui. Alors, j'aimerais
reprendre comme cette question comment organiser une réponse professionnelle de qualité. Et le propos que je vais tenir, je pense qu'il risque d'être, je prends le risque qu'il soit un peu désenchanteur. En effet, quand on parle d'une réponse professionnelle, c'est surtout pour rénover sa maison. C'est bien ça le but qu'on s'est fixé aujourd'hui dans notre discussion. Or, quand on est particulier et qu'on décide de rénover son habitat, c'est un acte, qu'on le veuille ou non, commercial. C'est un acte d'achat puisqu'on va acheter un service et un bien, des biens nouveaux. Or, l'étude, j'ai lu quelque part une étude d'un fabricant de chaudières, exactement, je ne vais pas vous dire le nom, mais qui avait fait une étude de comportement. Qu'est-ce qui fait que le particulier va acheter ma marque? Et c'est très intéressant parce que, au final, dans le décompte sur 100%, on se rend compte que le choix de l'artisan représente 20% de la décision, le choix de la marque 10%, bon, je vous passe les chiffres, le choix du distributeur 5%, et le reste, c'est du comportement individuel qui est lié soit à une culture, des envies, de tout ordre. Ça veut dire que il y a environ 75% de comportement irrationnel qui fait que on fera une rénovation ou pas. Donc ça veut dire que toutes les discussions que nous avons là aujourd'hui sur la technicité, le sérieux, les contrôles, etc. sont pertinents, bien entendu. Il faut absolument pas changer un iota. Mais si nous avons à réfléchir pour faire évoluer les Français, ou en tout cas les Bourguignons, sur une rénovation de leur maison, à mon avis, il faut que dans leur mental, il faut qu'on passe de cette technicité complexe qu'est la rénovation du bâtiment à un rêve. Et là, j'ai pas de réponse aujourd'hui à vous donner, mais je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Tant que ça ne deviendra pas un rêve, avec des Hulot ou des Uber Eats qui vous font rêver que votre maison énergétique, etc., c'est le pied, ben vous aurez beau faire toutes les équations possibles, tous les prêts à taux zéro, tous les meilleurs artisans, tous les meilleurs diagnostics, vous aurez toujours le même résultat. 75% sont dans l'irrationnel. Souvenez-vous bien de cela. Bérénice Le Fur. Ça, je pense que Bérénice Le Fur, je voulais le signaler, je pense que Bérénice Le Fur, dans son étude, a fait ressortir cela. Parce que dans toutes vos réflexions, c'est que du qualitatif que vous avez ressorti, c'est-à-dire des envies de rénovation. Il n'y avait jamais eu à l'approche technique, disons. C'est-à-dire que je serais tentée de répondre, mais ça c'est ma formation sciences humaines, que de toute façon l'être humain est un être irrationnel. On a tous une part de rationnel. On fait un effort aujourd'hui, mais là, dès 18h, ça va repartir comme avant. Et puis après, l'irrationnel qu'on voit dans le choix du comportement dans le comportement de l'autre, c'est souvent ce qu'on n'est pas en capacité d'analyser au travers de son propre prisme, de ses propres réflexes, de sa propre culture, etc. Donc, il y a des parcours et des décisions de travaux qu'on peut trouver complètement aberrants. Et quand on discute avec le propriétaire sur pourquoi il a fait ça, on se rend compte que pour lui, c'est parfaitement logique. On partage pas la même logique. Donc, il y a quelque chose d'irrationnel. Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, il faut absolument sortir de la technicité. Alors, je profite puisque j'ai la parole pour revenir au sujet. Une réponse professionnelle de qualité, je trouve qu'il y a beaucoup d'autoflagellation de la part du monde du bâtiment par rapport à la compétence des professionnels, etc. C'est vrai que je rejoins tout à fait le constat de Perrine sur un problème de sinistralité énorme. Et à mon sens, la question des assurances doit être absolument étudiée de plus près. On dit depuis ce matin, il n'y a pas vraiment, enfin c'est compliqué quand on est particulier de trouver une maîtrise d'œuvre économiquement acceptable pour soi pour un budget de travaux de l'ordre de 15 000 €. Je ne sais pas les maîtres d'œuvre qui sont dans la table, j'ai 15 000 € de travaux, vous voulez bien faire une maîtrise d'œuvre complète ou pas sur mon projet? J'en trouverai pas beaucoup. Il y a des gens, par exemple, j'ai échangé avec un bureau d'études thermiques en Haute-Normandie qui fait des audits agréés région, etc. Audits de la région qui lui ont permis de créer un emploi d'ailleurs. Il disait, moi je ferais bien de la maîtrise d'œuvre. Je fais 200 000 € de chiffre d'affaires par an. Moi je ferais bien de la maîtrise d'œuvre, mais j'apprendrais bien sur le tas, progressivement, en faisant des petits projets un peu faciles au début, maison individuelle et tout ça. Mais moi je peux pas me permettre de payer 6 à 7 000 € ma décennale pour faire un tout petit chiffre d'affaires sur la maîtrise d'œuvre. Pour commencer la maîtrise d'œuvre. Et ensuite, je trouve que sur la maîtrise d'œuvre, depuis qu'on parle de la maîtrise d'œuvre ce matin, il y a quelque chose qui est fondamental dans la maîtrise d'œuvre, et je trouve que l'initiative de création là d'une formation à niveau bac+3 me semble super pertinente, parce que ce qui compte pour faire une maîtrise d'œuvre, pas de conception cette fois-ci, mais de chantier, c'est le terrain.
On n'est pas un bon maître d'œuvre. C'est pas des études théoriques, on n'est pas en réno, on n'est pas un bon maître d'œuvre quand on sort de l'école. Et je pense qu'on n'est pas un bon maître d'œuvre tant qu'on n'a pas traîné sur les chantiers pendant 5 ans minimum. Et on peut être un excellent maître d'œuvre sans être ingénieur, sans être architecte. Oui, parce qu'avec la pratique et l'observation du terrain, on peut avoir ces réflexes qui font la différence. Et là où je dis, c'est sympa d'avoir une petite note positive, c'est que on a beaucoup parlé de défiance, etc. Il y a quand même un point fort, c'est qu'on se rend compte, même les particuliers qui engagent les gros travaux, souvent ils font pas faire plusieurs devis. Et à partir du moment où ils rencontrent la personne, il y a quelqu'un qui a parlé, qui a fait un peu cette comparaison ce matin, à partir du moment où le particulier il va rencontrer un professionnel, il se sent écouté, et le professionnel lui inspire confiance, cette espèce d'alchimie qui donne là, c'est tout bon, quoi. Donc je pense qu'on a un bon terreau, et moi je trouve aussi qu'on devrait s'interroger, quand je disais, je pense que la rénovation énergétique, la transition énergétique, on la réussira en réno, quand on rénovera, quand on fera une transition aussi dans la filière rénovation, c'est qu'il faut vraiment interroger fortement la formation initiale. Enfin, je veux dire, tant que les métiers du bâtiment, qui deviennent de plus en plus techniques quand même, ça continuera à être un peu la filière poubelle de l'éducation nationale, il y a un problème. Ça change peut-être un peu, mais c'est vrai que c'est une grande tendance encore aujourd'hui. Oui. Franck Hendel, je suis professeur à l'Université de Bourgogne. Et je suis venu avec 26 étudiants qui sont dans la salle. Ces jeunes, ils sont en licence pro, c'est-à-dire un bac+3. Ils sont tous en alternance. J'en ai chez des plaquistes, il y en a chez des menuisiers, il y en a chez des couvreurs, il y en a chez des peintres, chez des maçons, chez des vendeurs de matériel, chez des architectes, dans des bureaux d'études. Ils sont tous en alternance et nous, on les forme sur les métiers de conduite de travaux et développement durable. D'ailleurs, cette semaine, ils ont eu 2 fois Monsieur Laurent Boiteux. Donc, qui tend la main en plus, là. Il voulait parler, justement. Donc, vous voyez, on n'a pas, c'est des bac+3, donc c'est pas des formations bac+5, mais c'est pas non plus des CAP. On a pris cette dimension, et ça fait 8 ans que cette formation existe, et si on l'a créée, nous, Université de Bourgogne, c'était avec un partenariat avec les lycées de Dijon, Mardor et Hippolyte Fontaine, où on a trouvé des compétences de formation, et c'est à la demande de la profession, c'est la FFB. Donc, une des réponses, comment organiser une réponse professionnelle de qualité, messieurs, venez me voir, proposez-moi des contrats de pro, j'ai des jeunes qui cherchent des formations en alternance, et je vous promets, ils coûtent pas cher, et ils sont bons. Et ils vous attendent à la sortie, voilà. En plus. Voilà. On peut applaudir. Laurent, merci. Laurent Boiteux, donc, qui forme ces jeunes et qui souhaitait réintervenir. Je voulais dire quelque chose, mais je vais juste rebondir, désolé, je vais prendre 30 secondes de plus. Hier, à ces gamins, là, les 26 qui ont de 20 à 57 ans de souvenirs, que j'ai eu en face de moi, je leur ai posé une question. C'est quoi pour vous un chantier propre? Ils m'ont répondu 12 lignes de souvenirs. Il y a 5 ans, quand je posais la question à tous les autres que nous sommes dans la salle, on me répondait, c'est la gestion des déchets. Eux, les gamins que j'avais en face de moi hier, ils m'ont répondu des choses admirables. Donc, ne vous inquiétez pas, tout le travail que l'on sème depuis quelque temps, c'est en train de germer, c'est en train d'arriver. La compréhension de la notion de développement durable est en train d'arriver, trop lentement, mais elle est en train d'arriver. Ça, c'était pour la note optimiste. Maintenant, pour la première fois de ma vie, je voudrais faire de la philosophie, parce que j'entends des questions vraiment importantes, mais je suis allé au salon du mariage, je suis allé au salon du divorce, je suis allé au salon de l'agriculture, je suis allé au salon du chocolat, je suis allé au salon de l'automobile, de l'aviation, et l'autre jour, on m'a demandé d'aller au salon de l'habitat et du développement durable. Je vous jure que c'est vrai, regardez les affiches, on ne va pas au salon de l'habitat, on va au salon de l'habitat et du développement durable, comme si le développement durable ne s'attachait qu'à l'habitat. Ça veut dire que l'habitat n'a donc plus aucune valeur? Soyons un peu fiers de ce que nous faisons, je fais de la philosophie. Arrêtons ces trucs, je suis Bourgogne bâtiment durable. Soyons fiers de ce que nous faisons, arrêtons de nous autocasser les uns les autres, moi le premier, et franchement c'est génial l'habitat, et les gamins que j'ai vus hier, comme les archis que je vais voir demain, et tous les autres me le disent, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller, et les particuliers aussi, et ici il est encore là, merci d'être là. Voilà, c'était tout. Merci Laurent Boiteux. Alors, c'est vrai qu'on parlait aussi de sinistralité, c'est un peu moins sympa quand il y a des sinistres quand même, donc il faut apporter quand même les différents aspects de la situation. Il nous reste 5 minutes. Oui madame, j'aurais voulu aborder un point encore très important avec Yann Leroux. Oui, juste 2 minutes. Je voulais juste réagir tout à l'heure au propos de monsieur qui
pensait que les architectes ne faisaient pas toujours bien leur travail et qui a beaucoup parlé en fait du retour d'expérience finalement et de l'obligation de résultat. Donc je pense qu'on a aujourd'hui des expériences de retour de résultats sur des chantiers qui ont été suivis par des professionnels et qui ont été réalisés par des entreprises compétentes et formées. Et on a aujourd'hui ces retours de résultats, des mesures qui ont été prises. Alors la seule chose, c'est qu'effectivement, les mesures, ça se paye, ça a un coût, pour payer un prestataire qui vient faire des mesures. Nous, on a fait des mesures sur un chantier d'ailleurs suivi par la région Bourgogne. On a fait des mesures pendant 3 ans avec de très bons résultats par rapport aux préconisations qui étaient faites au départ. Alors là, je parle, c'était en construction neuve, c'était pas en réno. Par contre, je voulais juste rebondir aussi par rapport à ce que vient de dire Laurent. Moi, je suis très positive aussi par rapport à l'avenir, puisque je pense que les jeunes aujourd'hui ont une conscience par rapport à l'environnement que l'on n'avait pas forcément nous étant gamins. Et je suis très heureuse d'entendre qu'il y a cette école aujourd'hui, cette université de Bourgogne que je connaissais pas. Donc c'est bien d'être juste venu là aussi pour entendre ça, parce que ça fait plaisir de savoir que des jeunes s'intéressent à ces filières-là. Et je pense que la qualité va encore s'améliorer dans les années à venir. Alors on a soulevé plein de problèmes dans le cadre de cette table ronde, et puis aussi des points positifs, mais on a enlevé plein de choses. Il y a quand même des solutions qui existent, qui peuvent être assez efficaces. Je voudrais qu'on parle de votre organisation, Yann Leroux, en groupement d'artisans. Donc c'est le groupement des artisans coopérateurs nivernais. Ça fait un petit moment que vous êtes posé la question de cette maîtrise d'œuvre et de la chaîne. On voit bien qu'il y a plusieurs compétences à agglomérer. Il faut que les gens puissent échanger, que sur un chantier on ne soit pas la patate chaude comme ça arrive souvent comme sur les chantiers en disant bon là j'ai un peu raté, c'est pas grave, je le mets dans un coin, c'est le suivant qui va gérer. Donc il y a toute une chaîne de responsabilité, de qualité à assurer sur un chantier. Parlez-moi un petit peu de l'intérêt de ces groupements d'artisans, et est-ce que selon vous ça représente une des possibilités d'avenir dans l'organisation des professionnels? Tout d'abord, pour moi, je voudrais dire que tout seul, je peux rien faire. Donc, autrement dit, il faut savoir s'entourer, il faut s'entourer de bureaux d'études, et il faut s'entourer aussi en même temps d'artisans. Donc, autrement dit, pour moi, dès le départ, c'était presque une évidence. On travaille pas l'un contre l'autre sur un chantier, mais on travaille tous ensemble. Donc, il faut, si possible, pour essayer de tirer une qualité, même si, on en a parlé tout à l'heure, on peut peut-être pas forcément la contrôler véritablement comme il faut à la fin. Je pense que si on s'entend bien, si on s'entend mieux, si on va tous dans le même objectif dès le départ, on a beaucoup plus de chances d'arriver à un ouvrage fini de qualité, plutôt que chacun dans son coin, l'artisan qui va faire un petit peu ce qu'il a envie tout seul. Ça, à mon avis, on le voit, enfin je l'ai vu, ça marche pas. Pour moi, les groupements coopératifs, on peut les appeler comme on veut. Moi, je le vois, je dirais, à travers ce qu'on vit tous les jours. Ça représente beaucoup d'avantages, je dirais, pour les clients. Tout d'abord, on est déjà identifié, on est une structure professionnelle qui proposons une partie étude, mais c'est vrai que pour la rénovation, c'est un petit peu moins, j'ai tendance un petit peu moins à pratiquer de cette manière-là. C'est-à-dire que, j'en parlais avec Dominique tout à l'heure, le fait que les fiches, les 10 ou 13 fiches qui arrivent, ça, entre guillemets, ça va nous simplifier la vie, et ça va aussi en même temps simplifier la vie et l'explication vis-à-vis du maître d'ouvrage. On propose une offre globale qui est vraiment beaucoup plus simple aussi en même temps. Ça évite d'avoir à contracter avec le maître d'œuvre, ensuite après avec chaque entreprise. On a véritablement un contrat, un devis où tout est intégré dedans. Et là, c'est beaucoup plus simple pour eux, quoi. Je me suis rendu compte que ça leur permet de pouvoir plus vite venir à la décision, tout simplement. Ensuite, après, tout simplement, c'est l'habitude de travailler ensemble. Sur les chantiers, je pense que à partir du moment où les artisans se connaissent, on a un mode de fonctionnement où on se voit tous les mois pour faire le point sur différentes choses, et notamment sur le suivi des chantiers. Les artisans, ils s'appellent entre eux et ils ont tendance à se coordonner un petit peu tout seuls, quoi. Donc c'est-à-dire que moi, par rapport à ça, au niveau de la maîtrise d'œuvre, ça permet de pouvoir vendre, alors effectivement, une maîtrise d'œuvre un petit peu moins chère, parce que on a aussi en même temps le problème financier. Il faut pas se voiler la face, hein. Sur le devis, quand moi, ils voient ma ligne coordination et maîtrise d'œuvre du chantier, il y en a déjà quelques-uns qui m'ont dit, ça, on va s'en passer, quoi, tout simplement, quoi. Donc, tant pis, je veux dire, enfin, tant pis, j'essaie d'insister un maximum, mais voilà, quoi, il faut faire avec, parce qu'effectivement, on est face aux problématiques financières. Donc, ça permet de pouvoir aussi en même temps proposer une maîtrise d'œuvre un petit peu plus allégée, quoi. Ensuite, après, je dirais, il y a le respect du travail des autres, hein. Les artisans, comme je disais tout à l'heure, se respectent aussi en même temps entre eux. Et ça, c'est quelque chose qui est important, parce que moi, dans différents postes que j'ai occupés auparavant,
en conducteur de travaux notamment. Combien de fois j'ai vu, et je pense que là tous les professionnels le diront, c'est pas moi mais c'est l'autre entreprise. Dès qu'il y a un problème, on s'envoie la balle, c'est difficile d'aller. On cherche pas à résoudre le problème, on cherche pas l'intérêt du client, mais bon, moi j'ai mon marché, c'est signé ça là, c'est pas prévu dedans, point, terminé. C'est comme ça. Donc moi ça m'a toujours laissé un peu stupéfait de se dire on pense pas du tout au client final, et ça c'est quelque chose qui pour moi est totalement inadmissible, quoi. Donc voilà, quoi. L'intérêt aussi en même temps, c'est qu'on est véritablement, comme je dis, une structure identifiée, c'est-à-dire qu'on a une assurance, on a aussi en même temps des garants qui sont là derrière, par le biais de notre fédération, et donc ça rassure aussi en même temps quelque part tous les clients. Une assurance qui vient en plus, l'assurance de la coopérative, en plus de chaque assurance de chaque artisan. On parlait tout à l'heure du label RGE, je reviens un petit peu dessus. Notre coopérative, on a fait la démarche non sans mal pour obtenir le label RGE. Ça a été très compliqué. Mais bon, on a réussi. Ça fait 2 mois qu'on est maintenant RGE. Et moi, je pense qu'effectivement, il faut pousser. Moi, je pousse tous les artisans qui sont avec moi à faire les formations RGE. Moi-même, j'ai fait les formations FIBAT l'an passé avec notre syndicat aussi. En même temps, on a des sessions de formation qui sont prévues là sur septembre-octobre justement pour relancer la formation RGE maîtrise d'œuvre. Donc ça c'est relativement important. Tout le monde doit être formé. C'est-à-dire que quand on arrive sur un chantier, il faut pouvoir parler entre guillemets d'égal à égal. Moi je suis là, je dirais co-gérant, je suis pas seul co-gérant. Je suis venu aujourd'hui parce qu'effectivement il fallait parler, on va dire aussi en même temps comment la maîtrise d'œuvre pouvait s'intégrer dans le groupement. Et c'est vrai que la place est pas simple. Mais bon, voilà, moi je pense qu'il faut véritablement, c'est tous ensemble. Quand il y a un problème, il faut le prendre tous ensemble. C'est pas moi qui résout tout seul les problèmes. Les avantages, on parlait des assurances, c'est que quand on a un groupement d'artisans, on peut aussi garantir le fait que les travaux seront faits. Il y a une défaillance d'un des acteurs, il y a un système de remplacement de l'artisan qui est défaillant, il y a un système d'assurance. Alors, il y avait plusieurs formes aussi juridiques, on va en parler vraiment en un mot, mais il y a les coopératives, il y a les GIE, il y a, qu'est-ce qui vous a orienté vers la coopérative? Ce qui nous a poussé surtout à se créer en coopérative artisanale, c'est qu'en fait, on avait déjà une fédération en France qui existait, je ne veux pas faire de la publicité, mais bon, c'est la FFACB, qui groupe 130 coopératives artisanales donc en France, qui a quand même malgré tout 25 ans d'expérience, et qui maîtrise très bien le domaine donc de la coopérative et du groupement. En plus, il nous apportait justement une structure juridique, toutes les assurances aussi en même temps nécessaires, les garanties. Un soutien juridique, ça c'est qu'en fait vous pouvez les appeler. Un soutien juridique, on a véritablement une veille juridique, on peut les appeler à n'importe quel moment quand au moindre problème, on a la réponse dans l'heure ou dans les 2 heures qui suivent. Voilà, donc on a vraiment quelque chose de très grande réactivité, très important maintenant puisqu'on se rend compte que les maîtres d'ouvrage peuvent très vite partir sur une procédure si on n'a pas une solution en cas de problème, si on n'a pas une solution rapide et pertinente à leur apporter. Donc ça, il faut être extrêmement vigilant là-dessus, quoi, de toute manière. Voilà, je dirais après, bon, c'est un travail en situation de confiance, où on apprend à se connaître et où finalement il y a une vraie compétence partagée. Et est-ce que ça rassure, puisque c'était l'idée de faire monter, c'est ma dernière question, monter en compétence la réponse professionnelle, est-ce que ça rassure les particuliers qui sont l'objet de notre journée? Quand on est un groupement, il y a une valeur ajoutée dans la façon de présenter. Est-ce que ça garantit mieux la relation et la qualité est-elle perçue? Ça rassure dans le fait où effectivement on est déjà, comme on dit, quand on veut rénover, c'est déjà un tel parcours du combattant pour eux que si en plus il faut qu'ils s'amusent à chercher chaque artisan, on se rend compte. Enfin bon, voilà quoi. Nous, quand ils viennent nous voir, c'est véritablement pour se dire on a une offre, une solution clé en main, quoi, pratiquement, quoi. Donc je pense et sincèrement que moi, j'encourage véritablement tous les professionnels effectivement à regarder pour se regrouper et essayer de faire des groupements, des coopératives. Je pense qu'effectivement c'est la solution. Enfin pour moi c'est véritablement la solution d'avenir, tout simplement. Thierry Léger, la solution d'avenir aussi pour vous? Ça passe par justement ces groupements. Alors après la structure juridique c'est quelque chose qui doit arriver après. Il faut déjà que les entreprises aient l'habitude de travailler ensemble et naturellement la structure viendra. Mais l'orientation c'est comme vous l'avez rappelé, c'est un interlocuteur pour le client. Il a un interlocuteur, il n'a qu'une personne à qui s'adresser et après c'est le groupement qui va aller trouver les ressources, les compétences. Et ça prend énormément de temps à fédérer des entreprises
Parce que les gens, comme l'habitude de travailler pour eux-mêmes, sont indépendants et fiers de l'être, et puis ont une politique de prix qui peut être différente aussi d'un artisan à l'autre. Et surtout, c'est de dire que avec la structure que vous avez retenue, c'est que les entreprises restent aussi encore indépendantes. Voilà. C'est des choses à rappeler. On travaille ensemble. C'est pas un mariage. Oui, ça c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, quand on vient travailler ensemble, on se regroupe en fait dans la coopérative. Mais le plombier qui va être appelé pour changer une chaudière, il reste dans sa structure déjà existante. Oui, c'est une forme de co-traitance en fait. Hein, voilà, c'est transparent. Mais... C'est comme une co-traitance, sous-traitance. On n'utilise pas le terme de sous-traitance en coopérative, mais c'est vrai que c'est plutôt de la co-traitance. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Juste une dernière remarque et puis on y va, comme on dit, parce qu'il y aura la conclusion. Jacques Maillot, artisan, électricien. J'aimerais savoir comment vous arrivez à gérer, parce que bon, par définition, un client a bien souvent des entreprises avec lesquelles il a l'habitude de travailler et qu'il souhaiterait faire travailler dans ses travaux de rénovation. Savoir comment vous arrivez à gérer ce type de situation. Est-ce que vous intégrez des entreprises ou est-ce que vous trouvez d'autres solutions ? Alors effectivement, c'est possible de pouvoir intégrer des entreprises, on va dire à titre provisoire, juste pour un chantier. Bon, bien sûr, on s'assurera qu'effectivement l'entreprise elle a déjà au moins 3 ans d'existence, elle est assurée, enfin bon, elle a toutes les qualités et garanties entre guillemets requises. Et dans ce cas-là, l'entreprise peut rentrer intégrer directement notre structure coopérative le temps du chantier. Et ensuite après, donc à la fin du chantier, une fois qu'elle a totalement terminé ses travaux, que tout est réglé, là en fait elle récupère. Elle donne en fait un ticket d'entrée et à la sortie, donc elle récupère son ticket d'entrée. Ou alors, si c'est vraiment une très très bonne entreprise, dans ce cas-là, elle peut tout à fait rester au sein de notre groupement. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup pour cette question qui appelle une précision importante. Et puis, vraiment merci d'être venu témoigner de tous ces aspects. Bruno Georges, en un mot, c'est l'heure de conclure. On a Pierre Thirier, qui va conclure. Voilà, en 2 mots. Le premier, c'est, on a parlé de niveau passive house ce matin. Une référence à, en gros, la meilleure construction européenne. N'oublions pas qu'il y a des effets de seuil et que si on est passive house, c'est-à-dire que les besoins sont tellement faibles que du coup les installations techniques deviennent sommaires et il y a un gros gain économique de ce côté-là qu'on a pu montrer. Et le deuxième point que je voulais évoquer, par rapport à l'intervention de l'architecte qui a évoqué la filière mixte architecte-ingénieur qui me semble extrêmement intéressante, et qui a dit que ici, le thème de la densité était hors sujet. Alors là, je suis absolument pas d'accord pour la simple et bonne raison que n'oublions pas que ce qui est périurbain aujourd'hui sera centre-ville dans 20 ans. Et que si on continue à étaler parce qu'on ne rénove pas en densifiant la maison, eh bien, ça veut dire qu'on va faire une discrimination sociale très très dure parce qu'on va envoyer trop loin des centres-villes, donc des services, des usages, des écoles et des médecins, les gens qui ont moins d'argent. Et on arrivera à des choses qui existent aux États-Unis où le mode de développement urbain s'est fait à plat pendant des années, avec des villes qui s'effondrent et dans lesquelles il y a des problèmes sociaux et sociétaux absolument d'apocalypse. Donc la densification, y compris dans le tissu de maisons individuelles, urbain ou périurbain, est un vrai sujet. Voilà, qui est un sujet d'ailleurs un peu à la marge d'une autre aujourd'hui, mais merci pour ces précisions, vous pouvez en débattre à la sortie de la salle. Merci en tout cas, on peut vous applaudir Bruno Georges, Thierry Léger, Thierry Révy et Yann Leroux. Alors...